Hello, 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 bonjour, bonjour tout le monde. Merci d'être là aujourd'hui à midi. On est déjà près d'une vingtaine, donc ça c'est super. Les autres vont nous rejoindre. C'est un webinaire qui a plu. Alors, est-ce que c'est le talent des intervenantes aujourd'hui? Est-ce que c'est le sujet? On verra. En tout cas, merci d'être aussi nombreuses. Merci à Clarisse et à Vicky d'être là. Merci infiniment parce que vous avez accepté comme ça, au pied levé. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, évidemment, je vous laisserai la parole pour que vous puissiez vous présenter, pour que les participants comprennent un peu qui vous êtes. Mais rapidement, aujourd'hui, vous l'avez compris, on va adresser ce syndrome de l'imposteur et notamment comment combattre le syndrome de l'imposteur. Alors, juste avant qu'on attaque le sujet et que je donne la parole à Vicky et à Clarisse, je vais quand même vous expliquer comment fonctionne la plateforme. Donc, on a un petit endroit où on peut chatter, donc se dire bonjour, hello, hello, bonjour. Voilà, donc vous pouvez nous dire bonjour. C'est là que vous pouvez nous dire aussi quand vous ne nous entendez pas bien, s'il y a un souci de son, etc. Vous avez un petit onglet pour les questions. D'accord? Donc là, cet onglet questions, je vous encourage à poser vos questions ici, puis on essaiera d'y répondre durant tout le webinaire. Et puis, vous avez un petit onglet sondage où je vous mettrai des petits sondages. Voilà. Par exemple, je vais mettre, connaissez-vous ce qu'est le syndrome de l'imposteur. Voilà. Hop, je vous mets un petit sondage. Ah, oui, non. Donc, ça vous permettra de répondre et puis de temps en temps, hop, je mettrai un petit sondage. Voilà, donc merci à tous. On va passer une heure ensemble. Donc merci d'être là. Et donc, sans plus attendre, je passe la parole donc à Vicky et à Clarisse, voilà, pour que vous vous présentiez à tour de rôle. Peut-être Vicky, si tu veux commencer, puis après Clarisse, dis-nous qui tu es. Voilà, on t'écoute. Parle à toi, Vicky. Alors, bonjour à tous hein, et bon déjeuner, bon appétit. Alors, moi, c'est Vicky. Je suis ravie d'être là. Merci à Manuel de nous avoir conviés pour parler de ce sujet qui est très important, qui nous touche de près, Clarisse et moi. Donc, effectivement, moi, je suis consultante en développement durable des compétences, récemment à mon compte, puisque j'ai oscillé entre l'entrepreneuriat et le salariat et que ce sujet, effectivement, ce sujet du syndrome de l'imposteur, ben, on l'a à toutes les étapes de nos vies et surtout lorsqu'on relève des challenges, mais on vous en parlera dans quelques instants. Je laisse la parole à Clarisse. Bonjour tout le monde. Alors, pareil, je tiens à remercier Manuel pour nous avoir invités justement à animer ce webinaire fort intéressant. Alors voilà, je m'appelle Clarisse Vidossi et je suis convaincue que toute personne doit être en mesure de s'accomplir et de s'épanouir dans ses activités professionnelles. Et c'est la raison pour laquelle je suis coach professionnel et effectivement, j'accompagne les salariés et les entrepreneurs dans leurs évolutions professionnelles. Voilà. Génial. Alors, vous voyez que, bon, moi, je suis en Robertin, donc je vois que le Robert est en force, en tout cas, dans la En slide, force, là. Donc, on va faire des donc, photos avec voilà. le Robert en capital. Donc, voilà, le Robert en Martinique, puisqu'effectivement, on a des participants de partout. Voilà, génial. Alors, moi, je suis vraiment ravi de vous avoir parce que c'est le 3e ou 4e webinaire entrepreneur que l'on fait et j'avais jamais pensé, mais à chaque fois que j'invite des personnes, c'est des personnes qui se connaissent, qui sont connectées, qui ont du plaisir à travailler ensemble. Et donc, du coup, ça fait plaisir puisque je sais que voilà, vous vous entendez très bien, vous collaborez sur pas mal de sujets, sur pas mal de projets. Donc, ça va être chouette. Alors, pour ceux qui sont connectés, voilà, n'hésitez pas à poser des questions au fur et à mesure. Donc, on voit déjà qu'on est à 50-50 sur connaissez-vous ce qu'est le syndrome de l'imposteur. Donc, on voit que potentiellement, on va se rendre compte que plus de gens le vivent, mais ne savent pas forcément ce que c'est. Donc, ce que je propose tout de suite, Vicky et Clarisse, question logique quand on voit ce résultat, qu'est-ce que le syndrome de l'imposteur? Est-ce que vous pouvez nous donner une définition, une genèse de, voilà, de ce fameux syndrome?
Alors très intéressant, qu'on soit à peu près à 50-50. Vous verrez que lorsqu'on va rentrer dans le vif du sujet, vous vous rendrez compte que vous connaissez mieux que ça. Alors vous avez une petite définition qu'on va lire ensemble, hein. Le syndrome de l'imposteur, il a été qualifié en 1978 par 2 psychologues, ces 2 petites dames en photo. Et donc, ils l'ont défini, alors je reprends la définition d'une autre psychologue clinicienne qui l'a simplifiée, et qui dit donc que ce syndrome exprime un sentiment désagréable de doute permanent qui consiste à ne pas se sentir légitime dans son état actuel et à avoir des difficultés à s'approprier ses propres succès. Et donc, les personnes concernées s'attendent en permanence à être démasquées comme si elles étaient des impostures. Ah, on n'entend plus On a Vicky. perdu Vicky. Ah, Ah, ça y est, ah si, elle est c'est de retour. revenu. Ouais. 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 Effectivement, le syndrome, je Donc tu disais, disais d'où? Ouais. Ouais. je disais donc le syndrome de l'imposteur qui est aussi appelé syndrome de l'autodidacte, mais qui n'est pas une pathologie. Attention, entendons-nous bien, ce n'est pas une pathologie. Lorsque vous l'avez, vous n'êtes pas malade. Et ben, il atteint 60 à 70% de la population mondiale. Voilà, ça c'est un gros chiffre. Et on estime que tous autant qu'on est, à un moment de nos vies, nous l'avons rencontré. D'accord. Si tu peux revenir sur la slide de la définition, parce qu'effectivement, vous êtes des spécialistes, donc voilà, pour vous, c'est clair, mais finalement, à 50-50, on voyait que les gens ne connaissaient Ouais. pas forcément. On va parler des mécanismes après, mais donc en gros, pour le dire en mots très, très simples, notamment Clarisse, c'est quoi et puis Alors, c'est quoi? Bah, en fait, c'est ça, c'est ce sentiment, cette impression, en fait, lorsque l'on a, par exemple, réussi, on a un objectif à atteindre, et lorsqu'on a réussi à atteindre cet objectif, c'est ce sentiment que c'était pas, c'est pas nous. Si D'accord. j'ai réussi, c'est par rapport à un tel. C'est un tel qui m'a aidé. Voilà, on approprie la réussite à quelqu'un d'autre, mais surtout pas à nous. D'accord. En fait, c'est Ok. ce sentiment de ne pas être à la hauteur, de ne pas être digne de. Je crois Mm. qu'on l'a à peu près tous ressenti à un moment donné. Moi, par exemple, il y a quelques années, typiquement, ce qu'on est en train de faire là, je me serais dit, bah, ça, je peux pas. C'est Ouais. pas moi. Qu'est-ce que je vais pouvoir apporter aux gens? Je peux pas. Et donc effectivement, ça, c'est ce blocage, c'est ce blocage, ce sentiment de blocage qu'on a en nous, qui ne nous permet pas d'avancer, et on se dit, mais si jamais je le fais, mais les gens vont voir que je ne suis pas à la hauteur, en fait. D'accord. Alors Ok. on a tout pour réussir. C'est ça, le syndrome de l'imposteur. Ce sont ces petits doutes, en fait, qui s'installent en nous et qui nous bloquent, qui nous empêchent d'avancer. Génial. Bon, je pense que c'est super clair. Les amis, je vous ai mis dans un nouveau sondage, maintenant qu'on maîtrise bien la définition. C'est, voilà, avez-vous déjà subi ce syndrome de l'imposteur une fois dans votre vie? Donc, Vicky, tu nous montrais la diapositive où Oui. donc 60 à 70% pardon, de la population a déjà expérimenté une fois dans sa vie ce fameux syndrome. Donc, c'est assez considérable. Exactement, parce qu'il faut savoir qu'il n'est pas réservé à une catégorie de personnes, hein. D'accord. Donc effectivement, même les jeunes, qu'on soit jeune, qu'on soit âgé, qu'on soit actif, qu'on ne le soit pas, le syndrome de l'imposteur, c'est quelque chose que, quelque part, qui s'abrite en nous malgré nous, et qu'il faut pouvoir déceler, en fait. D'accord. Ok. Donc, ce qu'on est en train de comprendre, alors je regarde le sondage en même temps parce que c'est ça qui est super, c'est que là, pour le coup, on est à 100% des votants. Donc, ce serait quelque chose, c'est pas forcément sexué, c'est pas. Non, du Où est-ce tout. que, alors peut-être que je m'avance un peu, mais où est-ce qu'il y aurait des surreprésentations, par exemple, de ce syndrome chez les femmes ou chez les hommes, notamment par rapport aux accompagnements que vous avez été amenés à faire? Alors, dans la réalité, hein, du coup, ça fait un peu plus de 20 ans que j'accompagne du monde en entreprise, ou des entrepreneurs ou autres. Il n'y a pas une population plus affectée que l'autre. À partir du moment où
on fait des choses, on passe des caps, on le verra plus tard, mais à partir du moment où on fait des choses, on agit, on passe des caps, on a envie d'autre chose, ce syndrome de l'imposteur se rappelle à nous. Et il n'y a aucune étude, absolument aucune étude qui dise que les femmes seraient plus atteintes de ça par ça que les hommes, ou alors que ce serait une question d'âge, question sociale, rien à voir. C'est vraiment, on est tous Ok, égaux face au syndrome de l'imposteur. génial. Exact. Clarisse, tu veux réagir par rapport à ça? Non, c'est exactement ça. Il y a pas de critères, en fait. Comme dit Vicky, on est tous égaux, en fait. D'accord. Bon, ben là, vous m'avez surpris. J'étais vraiment persuadé que ce syndrome, il aurait été plus prégnant chez les femmes. Parce que j'ai une vision un peu de l'homme. Voilà. Alors peut-être que finalement, l'homme va essayer de peut-être plus masquer cela, et Voilà, peut-être que en les fait, femmes c'est seront ça. peut-être plus transparentes sur C'est ça. ça. Ouais. Ce sont les manifestations qui sont différentes. D'accord, Et effectivement, et la reconnaissance qui va être différente. d'accord. Mais le syndrome en lui-même, il va partout. Hein. Lui, il a un boulevard. Hein. Il se fait un boulevard en nous et il y va. Ok. Donc, du coup, je vois que ta diapositive, c'est super. Amène ma question. C'est en gros, alors là, on voit qu'on a 100% des personnes qui participent qui nous disent qu'elles ont déjà au moins vécu ce syndrome une fois dans leur vie. Est-ce qu'on peut essayer de détailler les mécanismes? Est-ce que voilà, il y a un petit audit, un petit diagnostic, un petit autodiagnostic qu'on peut se faire pour savoir si on est vraiment victime ou si on a été déjà victime de ce syndrome de l'imposteur? Alors oui, donc effectivement, c'est un mécanisme psychique en fait, hein, pour être clair, ce syndrome qui se nourrit le plus souvent en fait de nos croyances et de notre éducation. C'est totalement Donc inconscient, en fait. voilà, Mm. ça se nourrit de ça. Et effectivement, alors vous avez vu hein, sur le schéma, on a mis tout le monde connaît l'image de la rat race, donc le hamster qui tourne non-stop. Donc nous, on est dans nos vies, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne. Et on se dit à un moment donné, ah ben tiens, il faut que je fasse autre chose, que je vois ma vie autrement, que j'atteigne un nouvel objectif. Donc ça, c'est mon niveau 1 du mécanisme. Oui. J'ai une super idée et je me dis, bon, ben, aujourd'hui, ça suffit maintenant pour moi l'entrepreneuriat, j'ai une super idée, je veux gagner ma liberté, pardon, l'entrepreneuriat, le salariat, je veux gagner ma liberté, je veux faire autre chose et puis du coup, je me mets à mon compte. Ça, c'est une super idée, belle initiative, parfaite. J'ai Voilà. hyper envie de ça. Surtout en ce début d'année où, en début d'année, on prend toujours de nouvelles résolutions. Et du coup, on voit des objectifs qu'on souhaite atteindre pour cette nouvelle année, des choses des objectifs qu'on s'était déjà fixés pour l'année précédente et qu'on n'a pas réussi à atteindre. Et puis on se dit, bah, cette année, j'y vais, ça y est, c'est l'année pour. Ok. C'est ça. Et donc, on se dit, voilà, là, c'est mon jour, mon année, c'est bon, je remets tout nickel. Alors, on dit pour l'entrepreneuriat, mais ça peut être pour plein de choses. Hein. On le connaît. Hein. En début d'année, par exemple, on dit tous, OK, je me mets au sport, je perds du poids. C'est bon, on fait ça tous. Nouvelle résolution, je fais ça. On a tous connu ça. Alors, du coup, je pars gonflé à bloc. Mais à partir du moment où je commence à réfléchir, à me dire, mais comment je vais m'y prendre? Qu'est-ce que je vais faire? Là, il y a des doutes. Les doutes arrivent, je commence à être stressée intérieurement. Je n'entrevois que des barrières, que des obstacles, que des portes fermées. Et là, mécanisme psychique de défense, soit effectivement, je vais me mettre à procrastiner, donc je remets à plus tard. Parce que du coup, voilà, c'est mon mécanisme à moi, hein, je me défends comme ça, j'ai peur, donc je procrastine. Ou alors, je vais procrastiner tout simplement et ensuite partir sur du surinvestissement, ou je vais passer des doutes au surinvestissement directement. Dans un cas ou dans l'autre, ce sont des défenses, ce sont des D'accord. mécanismes de défense. Alors, Donc le surinvestissement, ce sera quoi? Ce sera, du coup, étant donné que j'ai des doutes, pour me rassurer, je vais bosser à mort. Je vais en faire 3 fois, 10 fois, 100 fois plus, parce que pour moi, il faut que je sois préparée pour y aller. d'accord.
C'est hyper intéressant ça. Je voulais faire juste une pause. J'avais quand même une question pour Clarisse, qui est, quand je vois ces mécanismes-là, je me fixe un objectif et finalement j'ai des doutes. Est-ce que finalement, c'est pas salutaire de se dire que quand on se fixe des objectifs, on a quand même ce regard par rapport à soi et puis on se dit, bon, ben tiens, est-ce que finalement se dire qu'on a des doutes, qu'on a un petit peu d'anxiété, est-ce que ce n'est pas salutaire potentiellement, notamment, tu parlais de l'exemple, tu prenais l'exemple, Vicky, de l'entrepreneuriat, parce que j'imagine que le contraire peut être aussi dévastateur, c'est-à-dire se dire qu'on se fixe des objectifs, Ah oui. on est Mm. hyper enthousiaste, mais peut-être on manque de cette humilité qu'apportent les doutes et potentiellement on peut aussi potentiellement avoir le douloureux impact d'avoir peut-être trop cru en soi ou d'avoir manqué d'humilité. Clarisse, c'est quoi ton avis sur ça? Alors, mon avis, le fait de manquer d'humilité, c'est pas vraiment un problème. C'est le fait d'être resté bloqué, de stagner, finalement de se laisser envahir par ses doutes et puis finalement de ne rien faire. Ce projet qu'on avait mis en place, cet objectif et ces sous-objectifs qu'on avait prévu justement d'atteindre, eh bien, finalement, on se laisse envahir par des doutes, par des croyances qui nous limitent et du coup, on ne fait plus rien. Comme peut-être je suis nulle ou comme par exemple, dans un projet entrepreneurial, oui, mais je ne connais rien à la comptabilité. Alors, comment je vais faire pour gérer la comptabilité de mon entreprise? Comme je n'y connais rien à la comptabilité, cette histoire d'entreprise, je laisse tomber. C'est le blocage, en fait, que ça génère qui fait qu'on est dans la procrastination et on n'avance pas du tout. D'accord. Et ok, c'est clair pour moi. D'accord. J'essaie de comprendre et vos informations sont super intéressantes. Et en même temps, je me vois, j'essaie de faire l'exercice sur moi-même, c'est-à-dire de me dire effectivement, nouvel objectif, anxiété. Moi, le doute, l'anxiété, je me dis, tiens, c'est salutaire parce que ça m'évite potentiellement de prendre la grossette, de garder de l'humilité. Mais ce que tu dis, Vicky, Clarisse, pardon, qui est assez intéressant là, c'est de dire que le premier mécanisme, en tout cas, où on le voit, on va se dire, tiens, là, je suis vraiment potentiellement dans quelque chose où on pressent le syndrome de l'imposteur, c'est le fait de dire que ce n'est pas simplement un doute qui est salutaire, pour le coup. Là, c'est un doute qui est bloquant, c'est-à-dire que potentiellement, voilà, c'est ça. Ouais. C'est ça. En fait, si tu veux, il faut faire la différence. En fait, il faut savoir accueillir ses émotions et les comprendre. La peur, parce que le doute, c'est un peu de la peur, hein. La peur, c'est salutaire. Quand on a peur, ça veut dire que on est en train de sortir de sa zone de confort, en fait. Donc ça, c'est bien. Donc c'est très bien de quelque part d'avoir cette peur. Mais par contre, lorsque cette peur ne se transforme en rien, ça devient sclérosant et c'est ça le problème en fait. Et c'est ça qu'il faut dépasser. Mais en soi, partir sur un nouveau projet et avoir peur, bah oui, vous êtes normaux, hein, c'est salutaire. C'est très très bien. C'est juste être humain. Ok, alors je trouve ça hyper passionnant. Je voulais quand même qu'on revienne sur la procrastination. Ça, c'est bon, j'ai bien compris, c'est clair pour moi. C'est que globalement, je me suis fixé un objectif. C'est vraiment intérieur, c'est vraiment moi. Donc potentiellement, je suis capable de le réaliser. Sauf que le syndrome de l'imposteur s'invite et puis les doutes et l'anxiété sont tellement forts que finalement, je suis là, je procrastine, c'est-à-dire que je remets à demain, je ne fais pas, je mets de côté. Mais ce qui est moins clair pour moi, c'est l'aspect surinvestissement. C'est quoi ce mécanisme? Est-ce que vous pouvez essayer de m'en parler puis de nous donner des exemples? Le surinvestissement, alors justement, c'est pour ça que je te disais, soit on va directement sur investissement, des doutes au surinvestissement, soit on va de la procrastination au surinvestissement. Pour être factuel, on a à peu près tous vécu ça quand on était étudiant. Tu as une thèse à remettre, un dossier à faire, quelque chose. Tu te dis, frère, il y a beaucoup de boulot sur ça, hein. Ah ouais, non, ça c'est chaud quand même, hein. Et là, tu as peur de te lancer, donc tu procrastines, tu remets à plus tard pendant un certain temps.
Et puis à un moment donné, tu te dis, non, il faut quand même le faire. Il faut quand même le faire. Et là, tu vas te surinvestir, quoi. En peu de temps, tu vas démarrer la machine à 300 à l'heure et tu vas te fatiguer psychologiquement. De la même manière, tu as des personnes qui vont dire, effectivement, par exemple, je veux ce nouveau poste. Elles ont tout en elles pour l'avoir, le nouveau poste. Le poste est ouvert, il n'y a pas de problème, elles ont tout en elles pour l'avoir. Mais comme elles ne se sentent pas légitimes à l'avoir et qu'elles ont peur, pour se rassurer, elles vont se surinvestir, elles vont peut-être dire, bon, il me faut une formation, ça, une formation, ça, une formation, ça, une formation, ça. Bon, bref, elles vont devenir professionnelles de la formation, parce que là, du coup, comme elles n'ont pas confiance en elles, il faut tous les papiers de la terre pour les rassurer, en fait. Et c'est ça, en fait, ce surinvestissement, ça peut aller, ça peut prendre beaucoup de formes. Tu as des gens qui vont faire beaucoup de sport parce que physiquement, il faut qu'ils soient à toc. Tu vois, en fait, on a tous une manifestation différente de ce surinvestissement. D'accord. Clarisse, tu veux ajouter quelque chose? Non, mais c'est exactement ça. Vicky l'a très bien défini. C'est exactement ça, le surinvestissement. D'accord. Donc, en gros, moi qui suis un très grand amateur de la productivité, ça veut dire potentiellement, si je le mets un peu dans mon monde, c'est que j'ai mis trop de moyens, potentiellement que le résultat, j'aurais pu l'avoir, mais finalement, j'ai fait une allocation de trop de moyens pour cet objectif-là. Potentiellement que j'aurais fait 30% de ce que j'ai fait, j'aurais réussi, quoi. C'est ce que ça veut dire. Exactement, c'est la règle des 80-20, quoi, en gros. Ouais. C'est que du coup, tu as surproduit, alors qu'au final, si de façon posée et rationnelle, sans avoir ce doute qui t'envahit, tu avais analysé la situation, tu te serais rendu compte que finalement, tu n'avais pas besoin d'aller aussi loin, que les 20% étaient déjà pas mal. Génial. OK. Et si on reprend, oui, Clarisse, je t'en prie. Si on reprend l'exemple de l'entrepreneur qui veut ouvrir son entreprise et qui n'a pas de connaissances comptables, elle va peut-être vouloir faire un certain nombre de formations en enregistrement comptable, un certain nombre de formations, alors que finalement, en travaillant juste avec un comptable qui va lui faire sa comptabilité, elle va se rendre compte qu'elle n'avait pas forcément besoin de faire toutes ces formations. Après, il y a des formations qui sont quand même très bien, qui sont quand même nécessaires, mais peut-être qu'elle va se rendre compte que les formations qu'elle a réalisées, finalement, même si ça va lui servir à un moment donné, mais ce n'était pas vraiment nécessaire à ce moment-là, en fait. OK, c'est hyper clair. Et du coup, c'est encore l'amateur de la productivité qui parle. Donc, en gros, ça fait que ça peut créer du stress parce que finalement, j'ai passé tellement de temps, tellement d'efforts sur cet objectif. Potentiellement, si je m'étais fixé plusieurs objectifs, ça fait que la réussite de cet objectif se fait potentiellement au dépens d'autres objectifs que j'avais fixés. Ça fait potentiellement que ma charge mentale, elle est énorme. Peut-être que mon niveau d'épuisement est énorme. Voilà, et ça fait que peut-être que dans certains cas de figure, là, ce serait dramatique. Cette surpréparation peut peut-être même conduire à l'échec parce que, en fait, je suis tellement stressé, tellement fatigué que le jour J où je dois produire l'effort, finalement, je passe à côté. C'est possible, ça? Sauf que ça a ça de presque magique, ce syndrome de l'imposteur, que, en fait, si tu veux, étant donné qu'on avait déjà toutes les qualités en nous pour y arriver, donc on y arrive, en fait. On y arrive malgré tout. Et c'est ça qui est embêtant en quelque sorte, parce que si on se cassait les dents, du coup, on se dirait, la prochaine fois, je ne referai pas pareil. Le problème, c'est qu'on y arrive, mais on y arrive en faisant trop. D'accord, ok, c'est hyper intéressant. D'accord, je comprends. C'est qu'en fait, dans cet objectif qui est fixé, il y a vraiment un alignement entre moi et l'objectif. J'en suis capable, mais sauf que j'ai décidé à un moment donné, que je n'en étais pas capable. Tout le monde sait que j'en suis capable, potentiellement, c'est ça. Hein. Voilà, tout le monde te le dit d'ailleurs. Tout le monde te le dit. Tout le monde me le dit, de façon rationnelle en plus. Quand je regarde par A plus B, en fait, j'ai déjà tout ce qu'il faut. Mais soit ça va être la procrastination, je vais me dire, j'en suis pas capable et potentiellement je vais réussir. Et là, je vais m'interroger pour me dire, waouh, j'ai réussi, comment ça se fait, hein, potentiellement.
Mhm. et je vais aller chercher des causes qui sont autres que moi, j'imagine. Peut-être que vous en avez en parlé tout à l'heure. Et au contraire, et là, ça peut être encore plus terrible, si je réussis, ce que tu disais, Vicky, mais que je me suis surinvesti, que j'ai trop produit, ça devient un petit peu mon, 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 mon seuil de contrôle où je me dis, bah, pour réussir quelque chose, il faut que je m'investisse énormément. Exactement. Ouais, c'est ça, hein? Exactement. La drôle de mécanique formidable, mais drôle quand même, qui est notre corps et notre psyché, fait qu'effectivement, on va dire, OK, j'ai réussi comme ça, donc ouais, c'était nécessaire. C'est comme ça que je vais réussir en fait. OK, excellent. Et donc du coup, Génial. oui, donc j'ai réussi, pas de problème. Mais lorsque j'ai réussi, tout le monde va me dire, super ce que tu as fait là, tu te vois, Emmanuel, franchement, ton travail, machin, impeccable, frère, non, tu es bon, ok, pas de problème. Et toi, tu vas dire, ouais, mais j'ai réussi parce que j'ai pas mal bûché dessus, quoi. Je me suis donné les Mhm, moyens. Et puis en même temps, j'ai réussi, parce que là aussi j'avais du bol, hein. On a parlé d'un sujet qui tombait à pic, les gens, ça les intéressait. Et puis bon, j'avais aussi cette chance d'avoir des invités qui connaissaient quand même le sujet, mais si c'était moi, je ne sais pas, j'aurais pas pu, en tout cas tout seul, je n'aurais pas pu faire ça, c'est pas possible. Ouais. Mais jamais tu ne reconnaîtras à ce moment-là que ça venait de toi et de mhm, toi seul. Parce qu'en fait, même si tu t'entoures, même si tu mets les moyens, même si, ça vient de toi. mhm. Quelque part, OK, tu as su avoir l'analyse de savoir quels outils, quelles personnes, comment et quand. d'accord. Clarisse, tu veux compléter? C'est ça, hein, c'est ça, hein, c'est le fait de toujours extérioriser cette réussite. Ça ne vient pas de toi, ça vient de parce que tu as de la chance, ça vient parce qu'un tel t'a aidé. Mais du coup, tout le travail, tu l'as fait, tu as contacté des gens, tu t'es assis, tu as pris ton temps, tu as mis en place une stratégie, un plan d'action. Mais tout ça, tu vas le balayer d'un seul coup et voilà, tu vas attribuer cette réussite à quelqu'un d'autre ou à quelque chose d'autre. D'accord. OK, c'est excellent. Je me posais la question de me dire, est-ce que dans certains cas, je décide que c'est peut-être, Vicky, tu disais un petit peu ça, c'est grâce, c'est quand même grâce à moi, mais je n'aurais pas réussi sans mes efforts considérables. Et potentiellement, le fait qu'on me félicite, c'est un peu l'idée de l'engrenage, c'est que je me dis, waouh, mais au prochain objectif, est-ce que je vais être capable encore de fournir autant d'efforts? Voilà, est-ce que voilà, et ça me fatigue déjà au fait de penser aux futurs objectifs, à la quantité d'efforts que je vais devoir produire pour une réussite à laquelle finalement je vais dire ben, c'est grâce à mes efforts. Donc ça potentiellement c'est un des biais. Et puis potentiellement quand là pour le coup j'ai procrastiné, mais en fait finalement j'ai pas vraiment procrastiné puisque j'avais déjà les qualités. C'est ça aussi, c'est une fausse C'est ça. procrastination en fait. C'est ça. Tout C'est à ça. fait. Dans ce cas-là, je me dis waouh, ben, voilà, j'ai eu de la chance et au prochain coup peut-être que la chance va me quitter quoi. Donc Voilà, c'est exactement ça. hein? Et Ouais. c'est ça, et c'est pour ça qu'on appelle ça, c'est là où est le sentiment d'imposture, en fait. Mhm. Parce que là, si j'estime que j'y suis arrivée, mais j'y suis arrivée par chance, j'y suis arrivée parce que cette fois, peut-être les gens n'ont pas vraiment, se sont pas rendus compte qu'ils n'ont pas vu clair en moi. En gros, Mhm. Mhm. euh, je ne peux pas, je ne peux pas continuer comme ça et je ne peux pas, comment dire, en fait, ça manque d'auto-empathie envers soi, même on est très, très dur envers soi. Mm. Tu vois, là, c'est vraiment être dur envers soi et ne vraiment s'attribuer mais aucune possibilité de réussir par soi-même. Ok, ok. Très bien. Donc, du coup, lorsque la personne va arriver à ce stade-là et qu'on va lui dire, voilà, on va reprendre notre même exemple du webinaire, par exemple, par la suite, la personne vient et te dit, ah, Manuel, franchement, ce webinaire, il était super. Mhm. Derrière, tu vas dire, mais non, mais ça, non, c'est pas moi, en fait. Mhm. C'est pas, en fait, tout ce que tu auras
comme compliment. Tout ce que tu auras comme retour, comme feedback positif, tu ne sauras pas les apprécier, tu vas les rejeter d'un revers de main, D'accord. parce que ce n'est pas dû, ce n'est pas justifié pour toi. D'accord. Ah. Ah ben, je pense qu'on finit la roue, mais là, je sens que déjà dans les participants, ils commencent à dire, OK, ça y est, on se reconnaît bien là. Comment on fait pour s'en sortir? OK, bon, génial. Alors, prenons quand même le temps. On a encore une petite demi-heure. Donc, Katie, voilà, je me retrouve dans ce cas. Comment en sortir? C'est pour ça qu'on a invité Vicky et Clarisse. Ce n'est pas simplement pour se faire du mal en se disant, wow, dans le sens, mais pour se dire qu'il y a quand même des solutions. Donc, on va y venir. Donc, reste bien avec nous jusqu'au bout. Juste avant de te redonner la parole, Vicky, ça veut dire que sur cette phase de dénigrement, puisque c'est la partie 6, c'est à la limite, plus j'ai des compliments, plus j'ai des retours positifs, plus ça crée chez moi de l'anxiété. C'est ça potentiellement. C'est exactement ça. Plus ça crée de la pression en fait pour le futur, quoi. Mes futurs objectifs, s'il faut refaire une tâche que j'ai réussi, etc. Donc, c'est cet engrenage qui continue encore à s'installer. Voilà, parce que là, du coup, je ne suis, plus les gens vont me complimenter, plus je vais me sentir mal, plus je vais douter. Et donc, pour la prochaine tâche, la prochaine mission que j'aurai à accomplir, je serai encore plus dans le doute. Parce que là, je vais me dire, c'est passé une fois, ça passera pas deux, quoi. Et je ne peux pas reproduire ce que j'ai fait la dernière fois, c'était juste un coup de chance. OK, excellent. OK. Très bien, continuons parce qu'il y a impatience là au niveau des participants. Attends. Avant qu'on voit ça, si on peut revenir sur l'autre slide. Donc, voilà, ce que tu dis, c'est que après, on arrive au 7, c'est ça. C'est l'ensemble de ça, voilà, de ces étapes qui font qu'on va vraiment arriver à ce sentiment d'imposture qui s'installe un peu dans la durée, là, c'est ça? Exactement. Et là, du coup, j'ai un sentiment d'imposture là qui va s'ancrer en moi et qui ne va pas me lâcher. Et du coup, c'est même pire. Là, je vais avoir déjà cette appréhension permanente de la prochaine tâche que je devrais faire, en fait. OK. Clarisse, tu voulais ajouter quelque chose? C'est ça, hein? Du coup, blocage total. Blocage total. J'ai des fois ce cas avec des personnes qui participent à des réunions de travail, hein, dans leur travail, et qui, du coup, ont peur de prendre la parole dans la réunion. Donc, à un moment donné, ils vont dire quelque chose de pertinent, et puis, on va les féliciter, voilà, pour la participation, mais du coup, prochaine réunion, je pense que je n'irai pas. D'accord, excellent. Donner des exemples parce que là, j'ai les frissons, là. Je me dis effectivement, là, je vois, là. Les exemples, c'est très, très bon pour qu'on arrive à ancrer un petit peu les choses parce que c'est vrai que, bon, vous êtes des spécialistes, donc cette roue-là, cette roue de l'engrenage, un peu du syndrome, c'est quelque chose qui est du b.a.-ba pour vous. Mais je pense qu'avec les exemples, effectivement, ça permet vraiment d'ancrer les choses. Et on se rend compte qu'en fait, potentiellement, on le vit. On le vit pas qu'une fois dans sa vie, quoi. Et attention, parce qu'on a aussi ça qui s'ancre aussi chez les jeunes, chez les enfants. Tu prends un jeune qui va passer un diplôme où il avait ce syndrome de l'imposteur ancré en lui. Et l'épreuve, c'est bon, l'épreuve est passée. C'est bon, il a réussi. Mais lui, pour lui, étant donné que ça n'est pas dû à lui, qu'il a eu de la chance, pour le prochain, il sera encore plus bloqué. Ce sera plus compliqué pour lui d'appréhender le prochain. Et c'est ça, en fait, qu'il faut comprendre, c'est que le but est de le reconnaître le plus rapidement possible, de s'y attaquer le plus rapidement possible, parce que on a une expression chez nous, on dit mon canot est anti-cochon, et c'est exactement ça, en fait. Il reste là, et en fait, on n'arrive pas à passer outre, mais il est là. Donc la prochaine fois, il va se rappeler à nous, et ce sera de plus en plus compliqué, et on va continuer dans cette rat race là à enchaîner ce mécanisme. Excellent. Bon, c'est génial. Je pense qu'il fallait vraiment qu'on passe du temps sur ça, parce que je pense que pour tous ceux qui participent, déjà, ça permet de mettre le doigt sur un mécanisme, et là où c'est terrifiant, mais c'est bien qu'on puisse passer du temps dessus, c'est effectivement qu'on se rend compte que c'est vraiment une roue. J'avais pas conscience, moi, avant qu'on fasse ce webinaire, cet échange, c'est pour ça que c'est génial d'avoir des spécialistes comme vous. J'avais pas conscience de cet engrenage que ça créait. Je pensais que potentiellement c'était ponctuel, mais plus la roue tourne et plus finalement
c'est difficile, quoi. C'est aussi ça, le syndrome de l'imposteur, c'est qu'il se reproduit et potentiellement, il nous enfonce un petit peu plus et potentiellement pour un blocage total, quoi, à un moment donné. Et en plus, il t'amène, du coup, si ça continue non-stop, ça amène vers un épuisement personnel, professionnel. Et ça aussi, ça affecte aussi tes relations avec les autres. D'accord, il y a des conséquences sur soi, mais aussi sur son environnement. Exactement. Ok. Clarisse, tu voulais ajouter quelque chose? Non, tout à fait. Tout est dit. D'accord. Alors, on a des questions. Christy se dit, bon, mais d'où vient ce malaise? On va en parler, hein, puisque là, On y Vicky arrive, et on y Clarisse arrive. ont super bien travaillé. Ce que je propose, c'est une petite synthèse, Vicky, pour la prochaine slide, que tu nous montres, enfin, qu'on redise très rapidement, voilà, à quoi on reconnaît, et que les deux, Ouais. vous disiez, voilà, on reconnaît ce syndrome en synthèse. Alors voilà, donc du coup, vous avez vu le mécanisme, on vous a mis ça en clair. Donc, je le reconnais à. Donc oui, ben, j'attribue mes réussites à des éléments ou des personnes extérieures. Ça, c'est pas moi. Ce sera pas moi, ce ne sera pas ce sera pas grâce à moi, mais jamais au grand jamais. Hein. Ce sera plein de choses. Limite, à un moment donné, ce sera presque voilà, le Seigneur qui aura mis la main pour nous pour que ça avance, mais ce ne sera pas nous en tout cas. Ensuite, je banalise les compliments qu'on me fait. Hein. Je crois qu'on l'a tous connu à un moment donné, où on me dit oui, mais bon, c'est bien ce que tu as fait, c'est un super boulot ce que tu as fait, mais nous, on ne le ressent pas comme ça, donc on n'arrive pas à accepter, à apprécier ces compliments qu'on nous fait. Mais non, c'est bien, mais non, c'est pas grand-chose. Tu penses, mais non, mais j'ai pas fait grand-chose. Hein. On minimise beaucoup, en fait. C'est ça. Excellent. Ensuite, donc, je m'impose à moi-même un niveau d'exigence trop élevé. Donc, en fait, je suis hyper perfectionniste parce que ça me rassure. Donc, on est dans le surinvestissement, manifestation du surinvestissement. Il faut que je sois perfectionniste, hein, sinon, c'est pas bon. Tu vois, limite, je suis en train de parler, il faut que ce soit hyper chronométré pour que je sois rassurée. Je comprends. OK. Ensuite, le doute systématique de mes compétences. Donc, là, du coup, de façon très factuelle, hein, Clarisse et moi, on voit des personnes comme ça, hein, qui ont bac plus 5, 6, 7, voilà, et qui arrivent et qui disent « Ah ben non, mais j'ai pas les compétences pour ça, quoi. » Et tu regardes effectivement ce que la personne veut atteindre, ça, tu peux l'atteindre avec un CAP, quoi. Et Vicky, je voulais quand même intervenir sur ce point, parce que je suis très attaché à ça. En tout cas, chez Awitech, toutes les personnes qu'on recrute, on les recrute pas sur le diplôme. Moi, toutes les personnes qui ont rejoint la structure, c'est des personnes que j'ai pu voir pendant les 3 mois qu'elles font chez nous. Et du coup, je recrute sur les soft skills, des compétences comportementales. Et là, c'est encore d'autant plus vrai quand je recrute des personnes sur des savoir-faire techniques ou technologiques, où là, pour le coup, on se dit, non, je serais incapable, alors que je sais que les ressorts pour ces compétences n'ont rien à voir potentiellement avec un bac plus ou un niveau d'études. Donc, c'est encore plus terrible parce que c'est vrai que c'est assez franco-français, les niveaux d'études. Alors, quand on est du bon côté de la barrière, c'est bien quand on a eu la chance de faire ces études. Voilà, moi, j'ai fait HEC, donc a priori, ça va. Mais effectivement, je me rends compte que ce côté un peu systémique, ce système un peu français du bac plus, etc., ça engendre aussi des choses où finalement les gens vont se diminuer parce qu'ils n'ont pas potentiellement eu la chance d'aller jusqu'au bout des études, alors qu'ils sont beaucoup, beaucoup plus compétents. Et moi, j'ai beaucoup d'admiration pour des gens qui n'ont absolument pas d'études, mais qui tous les jours démontrent dans des compétences qui sont variées, dans des qualités qui sont variées, vraiment leur savoir-être et leur savoir-faire. Donc, c'est assez intéressant. Je voulais quand même intervenir sur ça. Non, mais tu as raison, parce qu'en fait, il faut souligner ça. Hein. Je crois que Clarisse, comme moi, on a rencontré ça et on le rencontre régulièrement au travers des personnes que nous accompagnons. Et nous-mêmes, ça nous touche aussi de plein fouet. Le système franco-français est basé sur des compétences hard skills, donc des compétences techniques, des papiers. C'est vraiment le papier. Il faut avoir le papier, le diplôme clair pour avoir le poste qui va en face. Mais une compétence, ce n'est pas que ça, en fait. Et j'ai coutume à dire que
on peut à peu près tout apprendre techniquement, mais par contre, moralement, comportementalement, ce n'est pas si évident. Donc, si effectivement tu as déjà la bonne démarche tu as la bonne démarche qui est d'apprécier les gens sur leurs soft skills, parce que c'est là effectivement que tu as des leviers de développement. Et Clarisse comme moi, hein, c'est ce qu'on fait. On accompagne les personnes dans leurs soft skills parce que c'est là que tu vas trouver les ressorts et c'est là que tu vas pouvoir agir et trouver toute la puissance que tu peux mettre en œuvre. Génial. Allez, on avance. On avance. C'est génial. Je pense on pourrait passer 2 heures. Donc, on va essayer de tenir la durée, mais c'est tellement passionnant. Oui, bien et sûr. puis, vos interventions sont vraiment géniales. J'apprends plein de choses. Je suis très content. Alors, on continue. Donc, sur comment on reconnaît ce syndrome. Voilà, une autre façon de le voir, donc c'est j'ai pour habitude d'éviter ou de fuir les situations où je suis mis en avant. Ils m'en connaissent. Où je suis mis en avant. Bah oui, parce que là, du coup, je n'ai pas confiance, donc forcément, je ne peux pas être mis en avant, je ne peux pas prendre la parole lors d'une réunion, je ne peux pas, enfin, c'est pas possible. Ce n'est pas possible, ce n'est pas moi. Okay. Je me pénalise seule, ou je m'auto-sabote. Hein. On a des situations de personnes qui vont sciemment ou non arriver en retard, ne pas rendre le mémoire qu'il fallait, le dossier qu'il fallait dans les temps. Enfin voilà, donc on s'auto-pénalise nous-mêmes. Ensuite, je me dénigre fréquemment. J'ai peine à comprendre qu'on me choisisse. C'est vraiment se dire, mais attends, il y a un truc que le patron n'a pas vu, mais pourquoi c'est moi qui l'a choisi un tel que moi, tu vois, en fait. Donc voilà. Ça, ce sont des modes de reconnaissance assez tangibles. Ok, donc Christine nous demandait c'est quoi les ressorts de la guerre, qu'est-ce qui explique voilà, pourquoi on vit cela, c'est quoi les causes derrière ça, est-ce qu'il y a diverses causes, est-ce que culturellement, puisque nous, notre auditoire est quand même beaucoup anti-guyanaise, est-ce qu'il y a aussi quelque chose qui est en jeu voilà, au niveau des anti-guyanais, voilà, ça m'intéresse. Alors, ça touche tout le monde. Pour diverses raisons que vous avez sous les yeux. Effectivement, il y a une partie sociale, culturelle, sociétale, mais sachez que nous, alors en tout cas, hein, il ne me semble pas que nous, de par notre culture, nous soyons plus touchés. Mais effectivement, culturellement, ça peut s'expliquer, donc on va dire du fait de, premièrement, l'éducation. Okay. Parce que je prends par exemple chez nous, il y a quelque chose qui revient souvent, par exemple, les gens qui sont à la campagne, ils vont dire à leur enfant, wow, ne rêve pas, hein, parce que ou sans pitié, ou pays personne, ou peut arriver à Pointe-à-la, tu vois. Donc, ça, c'est effectivement, ça peut être du fait, ce qu'on a mis, d'attente parentale, de réussite trop faible ou trop élevée. Donc voilà, les deux sont valables. Nous aussi, on a l'aspect de la position minoritaire, en fait, hein, minoritaire de genre, d'origine. Je crois qu'on l'a touché du doigt aussi quand on est parti à l'étranger, par exemple, pour nos études. Où là, tu as un code de légitimité. Alors, soit ça gonfle ta motivation, soit effectivement, ça te sclérose parce que le syndrome de l'imposteur arrive et tu te retrouves dans le 16e avec des enfants, la cuillère en argent dans la bouche, et toi, tu es voilà, petit martiniquais. Tu te dis, pouf, là, il y a une imposture énorme, quoi. Ok, d'accord. Oui, ça vient aussi des fois de petits messages en fait qu'on a reçus depuis notre enfance. Hein. Donc, ce sont des petits messages qui, à force d'être répétés, vont influencer inconsciemment notre comportement. Alors, ce sont des petits messages comme sois parfait, tu dois être le premier de la classe, tu as vu ce trait, tu as fait ce trait, mais il n'est pas droit. Donc, on a comme ça des petits messages qui sont au nombre de 5. Sois parfait, fais plaisir, tu serais gentil si tu fais ça, fais-moi plaisir, fais telle chose. Donc, on a des petits messages qu'on a eus de notre entourage quand on était enfant. Et donc, ces petits messages, à force d'être répétés, ont généré chez nous justement ce genre de syndrome. Ce que tu es en train de dire, excuse-moi Vicky, de t'avoir coupé la parole, ce que tu es en train de dire potentiellement, c'est que
on ne sera pas forcément conscient de ça. Tout à fait. Et deux, ces choses qui sont dans l'inconscient, c'est que finalement, on ne s'appartient pas vraiment. C'est qu'on on veut satisfaire quelqu'un d'autre. On veut satisfaire ses parents, on veut satisfaire la société, on veut satisfaire... c'est ça, en fait. Hein. Oui, c'est ça, tout à fait, c'est ça. Et ce genre de petits messages, justement, vont faire que on ne va pas tenir compte de nos émotions, on ne va pas tenir compte de nos ressentis. On va tout faire pour faire plaisir aux autres. Sans forcément en être conscient, c'est ça le voilà, pire. C'est ça. Ouais. C'est ça. Et attention, du coup, moi je mets un bémol aussi. Attention à ce qu'on dit qui paraît banal. Parce que, par exemple, on va entendre des petites remarques de temps en temps vis-à-vis d'un enfant qui a fait des bêtises en lui disant eh ben, tu m'as foutu couillon, tu as fait ça. Ah oui, mais ça s'imbrique. Ça s'imbrique. Et effectivement, ça n'aide pas, ça n'aide pas l'enfant à évoluer sereinement. Ouh là là, mais ça pourrait faire l'objet d'un autre webinaire, ça. Il faut qu'on... Oui. C'est génial, ok. Super. Continuons sur les causes, si vous voulez. Clarisse, tu voulais dire quelque chose? En fait... Non, c'est bon, vas-y. D'accord, vas-y. ok. Donc en fait, effectivement, hein, donc on a déjà parlé de certaines. Ensuite, on a les croyances inhibitrices. D'accord, ça veut dire ce qu'on quoi, appelle ça? les croyances inhibitrices, ce sont celles qui nous empêchent d'avancer. Je ne suis pas capable de, je ne suis pas assez beau, assez intelligent, je ne pourrai jamais, ce n'est pas possible, ce n'est pas ma portée, je ne suis pas digne de. C'est-à-dire que je n'ai même pas testé, que je me bloque déjà parce que dans ma tête, ça ne se fait pas et je ne suis pas à la hauteur. Je ne suis pas fait pour ça. Donc effectivement, c'est tout un travail sur ces croyances limitantes ou inhibitrices qu'il faudra actionner. Et tout ça, effectivement, ça induit aussi du manque de confiance en moi, de manque d'estime de moi aussi. Parce que si on ne s'estime pas, on ne peut pas non plus accepter d'être reconnu. Donc voilà, il y a ça. Et puis, il y a aussi alors, souvent, le syndrome de l'imposteur, il surgit suite à une évolution professionnelle ou sociale rapide. Je n'avais pas prévu que j'aurais ce statut cadre. Il est arrivé comme ça, brusquement. Moi, j'ai fait juste ce que j'estime que je devais faire. Voilà, je n'ai pas fait plus, hein, j'ai fait ce que je devais faire et je ne m'attendais pas à ça. Il est arrivé de façon brusque et là, imposture. Je ne me sens pas digne de ça. Okay. Et puis, potentiellement, pour un entrepreneur, ça peut être la même chose, c'est le succès rapide. Ouais. Exactement. Et puis, tu as aussi la partie par manque de soins et d'attention des autres à mon égard. Parce qu'effectivement, si je ne me sens pas important, valorisé ou juste exister aussi aux yeux des autres, ça pose un petit problème à un moment donné. Ok, excellent. Bon, ça va être l'objet de notre débat, mais ce qu'on est en train de dire, c'est que potentiellement, beaucoup de choses peuvent se passer du coup dans l'enfance, en fait. C'est que au niveau de l'éducation que je vais recevoir, à la fois positivement et négativement, je vais me construire. C'est-à-dire que négativement, par rapport aux petites phrases que je vais entendre, etc., où je vais vouloir faire plaisir, ça va faire que je vais me mettre la pression. Et puis, le fait de ne pas avoir reçu d'encouragement au moment où je ne suis pas encore totalement indépendant, où je ne suis pas complètement autonome, que je suis encore en construction, ça va faire qu'il va me manquer potentiellement quelques briques pour que finalement cette confiance et cette indépendance, je la gagne moi-même en fait. C'est exactement ça. Moi, j'allais te dire, construis ça comme un Lego et c'est exactement ça en fait. Ok. Ok, magnifique. Donc, on a vu les causes. Donc, ça, c'était une question de Chris Lee. J'ai vu que Caleb a posé une question, mais je pense on va faire la conclusion avec sa question parce que ça va nous permettre de tout remettre à plat. Il nous reste 10 minutes. Donc, les 10 minutes, là, pour comprendre comment on fait. Est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a une façon de s'en sortir? Voilà, comment on fait? Alors, on disait tout à l'heure justement que les choses sortent des fois de l'extérieur. On nous a fait penser, on nous a fait croire lorsque nous étions petits
que le pouvoir sort de l'extérieur. Alors là, on vous a mis des images de super-héros. Donc, quand on a par exemple Spider-Man, qui est un homme normal et banal, et qui se fait piquer par une araignée. Donc, c'est quelque chose qui est extérieur, et donc il se fait piquer, l'araignée lui injecte un venin, et donc il devient fort. On a, par exemple, Popeye, qui est tout banal, hein, et donc qui va manger des épinards, et puis pareil, il devient fort. Donc, dans le fonctionnement de l'eau mentale, on nous a fait croire que le pouvoir, ça vient de l'extérieur. Ça ne vient pas du tout de nous, mais ça vient de l'extérieur. Et donc, c'est par rapport à des expériences scientifiques, c'est par rapport à des extraterrestres qui sont sortis je ne sais où, mais c'est surtout pas de nous. C'est ça, en fait, en gros, qu'on nous a fait croire. C'est génial. Et... OK. Wow. OK. Sauf que c'est pas ça du tout. Le vrai pouvoir, il vient de l'intérieur. C'est ça, en fait, le vrai pouvoir. Le vrai pouvoir, c'est de pouvoir se réveiller tous les matins. C'est même si ça ne va pas, même si vous êtes accablé, c'est pouvoir se mettre devant un miroir, pouvoir se regarder et pouvoir se dire, se sourire et se dire, je vais me reconstruire. Aujourd'hui, j'ai un objectif à atteindre, je vais l'atteindre. Aujourd'hui, j'ai décidé d'aller à la banque. Eh bien, aujourd'hui, j'appelle mon banquier, je prends mon rendez-vous. C'est ça le vrai pouvoir. C'est d'oser, c'est de s'engager, c'est d'accepter d'être ce que nous sommes avec les défauts que nous sommes, mais voilà, de se lancer. Et ça vient de nous, en fait, le pouvoir. Le véritable pouvoir vient de l'intérieur, vient de nous, des actions que nous allons mettre en place pour pouvoir atteindre notre objectif. OK, c'est excellent parce que en gros, ce twist, j'ai besoin de le faire parce que je me dis que de toute façon, ce qui est extérieur, je ne peux pas le maîtriser. Voilà. Alors que finalement, ce qui est intérieur, c'est le seul domaine sur lequel j'ai vraiment le contrôle potentiellement. Exactement. C'est ça. Et c'est mon plus gros levier. Je suis mon plus gros levier. Exactement. Excellent. Bon, ben next, alors. Donc, par rapport à tout ce pouvoir intérieur que nous avons, donc il y a un travail que nous, entrepreneurs, nous devons faire sur nous-mêmes. C'est d'accepter ce que nous sommes et comme nous le sommes, avec la notion du concept de soi. Le concept de soi, c'est l'opinion que l'on a de soi-même. Et du coup, l'opinion que tu as de toi, personne ne peut te le donner et personne ne peut te l'enlever. Cette opinion, tu te le construis, tu te le forges toi-même. Et il y a ce travail-là, en fait, lorsqu'on est justement dans ce syndrome des postures, il y a ce travail-là qu'on doit faire, c'est avoir une bonne opinion déjà de soi-même, prendre conscience de ses qualités, de ses compétences, de ses capacités, de ses aptitudes, de toutes ces petites choses, en fait, que nous avons, que nous dégageons, que nous faisons et qui font que nous sommes qui nous sommes aujourd'hui. OK. Alors ça, je trouve ça génial, mais concrètement, est-ce que je peux y arriver seul ou est-ce que dans la plupart des cas, j'ai besoin d'être accompagné? Et si je veux faire déjà ce travail seul, est-ce qu'il y a une façon de s'y prendre? Alors, il y a les deux. Alors, tu peux déjà y arriver seul parce qu'en fait, la seule personne qui peut te définir, c'est toi-même. Donc, tu te connais, tu connais tes compétences, tu connais tes capacités, tu connais tes critères, tu te connais en fait. Donc, c'est déjà de pouvoir déjà, par rapport à l'objectif que tu t'es fixé, par rapport au projet que tu veux réaliser, c'est de pouvoir un peu déjà lister en fait toutes ces compétences que tu as déjà, toutes ces capacités, toutes ces choses que tu sais faire. Il y a des gens, par exemple, qui ont déjà un réseau professionnel assez large. Donc, si tu as déjà un réseau professionnel, tu peux faire jouer ton réseau. Tu peux aussi déjà lister tes ressources. Autour de toi, tu as un certain nombre de ressources. Tu as peut-être un professionnel, des connaissances, un parent qui peut t'aider. Donc, c'est pouvoir lister, en fait, tout ce que tu as comme atout et tout ce que tu as comme ressources autour de toi qui vont te permettre de réaliser et d'atteindre ton objectif. En fait, c'est ça. En termes clairs, moi, j'ajouterais juste qu'effectivement, ce qui est important, c'est de sortir du subjectif pour aller vers l'objectif, en fait. C'est vraiment
arrêter de se fier à des sentiments qui sont subjectifs pour passer à du factuel. Donc, si je liste mes compétences et si je liste mes réseaux, mes atouts, voilà, effectivement, là, je suis dans du factuel. Et le fait de faire ça aussi, ça me permet de sortir du silence, briser ce silence et reconnaître qu'il y a une problématique, déjà, ça va m'aider à avancer. Ok, d'accord. Et potentiellement aussi, mais ça, je pense qu'on va en parler après, je suis trop dans mon syndrome pour réussir à m'en sortir tout seul, j'imagine, mais je pense que vous allez en parler après. Alors, le pouvoir des mots, ça veut dire quoi si on reste sur la slide d'avant? C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Alors, le pouvoir des mots, c'est les mots que j'utilise envers moi-même. Les mots que j'utilise me définissent, en fait. Donc, si finalement je dis je suis nulle, mais finalement, on a tout un processus, en fait, qui fait que les mots que je vais utiliser pour moi-même vont me conditionner. Alors, j'ai mis un petit exemple avec les images, tête, cœur, corps. Lorsque je pense quelque chose, je ressens une émotion et en fonction de cette émotion, j'agis. Alors, si je me dis, bon, cette année, je veux obtenir un diplôme. Par exemple, je vais faire une VAE pour obtenir mon diplôme. Mais si je pense que je suis nulle et que je ne suis pas capable ou que je vais échouer devant les membres de jury, je vais ressentir une émotion de la tristesse, de la peur, voilà, tout un ensemble d'émotions. Et du coup, je ne vais pas engager la démarche VAE que j'avais prévu de faire. OK. En fait. Alors, si au contraire, je termine. Si au contraire, je me dis, oui, je veux faire une VAE, mais que je vais réussir, je vais ressentir de la joie et du coup, je vais entamer la démarche de VAE et je vais réaliser les démarches qu'il faut pour pouvoir l'entamer. D'accord. Donc, c'est une décision, Vicky, je te donne la parole, mais c'est une décision que je dois prendre d'être sur du positif, déjà au niveau de mes pensées, voilà. pour que c'est un impact sur mes émotions et finalement sur mes actions. C'est ça, hein, pour le dire. Exactement. OK. Vicky, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, moi, je voulais juste mettre le doigt sur le fait que la parole est créatrice. Je pense qu'il faut retenir ça. La parole est créatrice. Les mots que j'emploie vont soit m'aider à m'élever, soit me scléroser ou soit me rabaisser. Quelque chose de tout bête, hein, c'est que je crois qu'on a tous cette expression-là quand on a oublié quelque chose. Bref, on dit « Ah merde, je suis bête, hein, j'aurais dû penser à ça. » Et ça, c'est pas bon. Retirons ça de nos bouches, en fait. La parole est créatrice. OK, excellent. Donc, globalement, comme moi, je suis toujours un homme d'action, je me réveille le matin et puis je dis des mots, je dis des phrases, voilà, des phrases fortes, des phrases positives. Potentiellement, ça peut être un exercice pour… Une des solutions peut être ça, moi je le fais, hein, pour ne rien vous cacher. J'ai un mantra, voilà, on peut se faire un mantra, ça c'est très bien. C'est une pensée positive qu'on s'impulse à soi-même. On a son mantra, on se le dit le matin au lever, le soir au coucher, voilà, et effectivement, ça nous permet d'évoluer positivement. Après, il y a d'autres techniques, effectivement, qui vont nous permettre d'accueillir cette positivité-là et de continuer à la faire rayonner. Par exemple, la pleine conscience, le yoga, ou alors juste des fois, tout simplement, hein, certains, ça va leur faire du bien juste d'aller courir ou bien de se poser devant la plage, de manger leur cinnobol tranquillement sur le Malécon. En fait, c'est ça. Il faut trouver ce qui nous permet d'à la fois accueillir le positif et de le nourrir et ensuite de l'impulser. Tu vois, en fait, c'est vraiment ça. Il faut être bienveillant envers soi-même. Et puis, il faut aussi surtout se l'impulser à soi-même, se mettre devant le miroir, puis se regarder, puis se dire, ouais, je suis bien. Je suis jolie aujourd'hui, se faire des compliments à soi-même pour se booster et puis voilà, parce qu'on a un objectif. Attention, si on a décidé aujourd'hui qu'on va voir le banquier, il faut être bien pour aller devant le banquier, donc on se regarde devant le miroir et voilà, je suis bien,
je suis bien et je pars devant mon banquier et je vais négocier. Excellent. Et OK. puis surtout, accepter soi-même, un truc tout bête, hein, faire preuve d'auto-empathie, ce que je disais tout à l'heure, et accepter soi-même de célébrer les grandes et les petites victoires. Par exemple, j'avais un entretien avec mon patron, j'avais un peu la boule au ventre, ça s'est bien passé, je suis contente, je célèbre ça. Je ne Mhm. dis pas de faire une grosse fiesta, hein, je peux très bien dire je rentre à la maison, je me fais plaisir, je me fais couler un bain tranquillement, bien, je me prends un verre tranquille. C'est ma façon de célébrer parce que j'estime que oui, j'ai fait quelque chose, je suis sortie de ma zone de confort, j'ai accompli quelque chose et ça, ce sera mon moteur pour la prochaine fois. Tout à OK. fait. Tout à fait. Et Bon. bien souvent, on a des gens, des fois, mais qui se disent, mais tiens, cette montre-là, je l'avais achetée quand j'ai réussi Voilà. telle chose. Cet anneau, je l'ai acheté quand j'ai réussi telle chose. Et du coup, le fait de revoir les objets de nos réussites, ça nous rebooste à un moment donné, en fait. OK, très bien. Génial. Alors, vous l'avez compris là, pour ceux qui sont en ligne, on ne va pas tenir l'heure parce qu'on a des invités totalement inspirantes. Donc, mais je propose qu'on continue. Et donc, on passe donc au troisième point là. Donc, se pardonner, s'accepter. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Ben, se pardonner, bien souvent, on réalise des choses, mais on peut échouer. Ou on peut peut-être, lors d'un entretien, par exemple, Vicky parlait tout à l'heure d'un entretien avec un employeur, dire quelque chose qu'on n'aurait pas dû dire. Eh bien, c'est se pardonner. C'est accepter, en fait. Accepter, ben voilà, j'ai fait telle faute, j'ai dit telle chose que je n'aurais pas dû dire. Donc, accepter, en fait, qu'on l'a dit, et puis se pardonner, parce qu'en fait, le fait de se pardonner, après, nous permet d'avancer et de partir sur autre chose. On a beaucoup de tendance à rester sur j'ai échoué si j'avais fait telle chose. Oui, mais j'ai déjà été. Bien souvent, j'ai des candidats qui me disent oui, mais j'ai déjà été au concours, j'ai échoué, ou je suis déjà passé, j'ai déjà fait une VAE et j'ai échoué. Et du coup, on reste sur l'échec. Et le but, en fait, c'est pas ça. Le but, c'est vraiment de se pardonner, d'accepter cet échec, de se pardonner pour pouvoir rebondir et repartir. Et même au-delà, moi je préciserais, je dirais qu'effectivement, il faut que nous, on travaille sur nous et qu'on conçoive les échecs et les erreurs autrement. Je crois qu'effectivement, c'est Henry Ford, je crois, qui disait que l'échec, c'est une autre manière d'avancer. Parce que quand on commet des échecs, on apprend des choses. C'est ça, en fait, il faut qu'on retienne ça. L'échec, l'erreur, c'est une autre façon d'apprendre. Et donc, si on est compatissant envers nous-mêmes et qu'on travaille plus à identifier ce qui n'a pas été dans le bon sens pour mieux faire la prochaine fois et ne pas le prendre comme un boulet qu'on traîne pendant des années, là, ça nous permet d'avancer. Et là, c'est exactement ce que nous, on voit avec les entrepreneurs, c'est quand ils ont testé une fois, ça n'a pas fonctionné. Pire, s'ils ont dû arrêter l'activité, ça n'a pas fonctionné. À tout jamais, ils ont marqué du sceau de l'infamie. Mais c'est pas ça, en fait. Entreprendre, ce n'est pas ça. Toi, comme nous tous, là, on le sait. Entreprendre, ce n'est pas ça. Et ce n'est pas une route pavée d'or, on le sait, c'est pas facile. Mais justement, on apprend de nos échecs et on avance grâce à nos échecs. Donc, je pense que là aussi, on a un axe énorme de développement à partir du moment où on identifie qu'on a le droit de se tromper et qu'il faut qu'on l'accepte. Nous sommes humains. Tout à fait. Tout à fait. Excellent. S'accepter, c'est aussi s'abstenir de jugement. Pas forcément dire c'est bien, c'est mal. C'est juste accepter, c'est juste recevoir ce qui s'est passé et puis juste se dire, OK, c'est ça, ça s'est passé comme ça, OK. Voilà. C'est ça, souvenons-nous que nous sommes des êtres imparfaits. Et c'est normal, et c'est bien, c'est ça qui fait notre charme en fait. Excellent. Alors, du coup, on a vu le travail sur soi, mais je pense que certains se disent là, bon, c'est bien gentil là, mais moi, je me sens vraiment bloqué. Et donc, c'est potentiellement à ce moment-là qu'on se dit qu'il faut se faire accompagner. Exactement. Tout à fait. Se faire accompagner, on a tout un tas de professionnels de l'accompagnement. Hein, donc, identifier déjà les compétences, nos besoins en compétences et choisir les formations dont on aura besoin.
et puis se faire accompagner par des professionnels. Donc, on a des coachs, on a des thérapeutes, on a des psychologues. Il y a un certain nombre de professionnels autour de nous qui peuvent nous accompagner et qui peuvent nous permettre de lever les blocages pour pouvoir avancer. OK. Alors, moi, ça m'amène une question qui est finalement à la formation. Là, on parle de santé, on parle de psychologue, on parle de domaine d'activité. Comment on sait par quel bout commencer? Est-ce qu'il y a… Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que finalement, je me dis… pourquoi il faudrait que j'aille d'abord voir un professionnel de santé plutôt qu'un professionnel de l'accompagnement? C'est quoi un petit peu vos conseils si jamais je vois que je suis vraiment bloqué pour me dire c'est quoi la première étape? En fait, c'est rapport à la façon dont c'est ancré en moi. D'accord. Parce qu'effectivement, si j'estime que je peux avancer, que je n'ai pas, je ne suis pas plus bloquée que ça, mais que je ne suis pas en confiance parce que, par exemple, je veux créer, je sais pas, je veux rentrer dans une stratégie d'inbound marketing sur le net, mais que je ne suis pas suffisamment solide pour une formation sur le net. Je vais toquer à la porte d'Awitech, je dis coucou, bonjour monsieur, j'ai besoin d'une formation pour être plus solide. Pas de problème, ça passe. Donc là, je sais que je n'ai besoin que de ça. Si effectivement, à côté de ça, j'ai un problème d'auto-investissement ou de méthode ou voilà, d'approche des personnes, là, j'aurais peut-être besoin plus d'un coach, par exemple, qui va m'aider à aller vers ça. Si j'ai plus besoin, par exemple, de synthétiser mes compétences pour en faire quelque chose de clair, je vais aller passer une VAE, je vais voir avec quelqu'un qui est dans l'évolution des compétences, tu vois. C'est vraiment la façon dont je le ressens et de la façon dont ça m'empêche d'avancer. Et le professionnel de santé? Le professionnel de santé, ça peut être le cas où j'ai des blocages en fait, mais ces blocages, je les ressens depuis l'enfance. Ça m'est arrivé quand j'avais 12 ans, ça m'arrive encore de nouveau quand j'avais 18 ans. Et voilà, c'est des choses en fait qui traînent depuis l'enfance. Et là, c'est sûrement dû à un traumatisme. Donc là, il vaut mieux aller voir un professionnel de santé. Mais de toutes les façons, dans tous les cas, l'accompagnant, la personne qui vous accompagne va vous aider aussi à ce niveau-là, va vous aider à identifier. Quand j'accompagne quelqu'un, je me rends assez rapidement compte si elle a besoin de mon accompagnement à moi ou si elle a également besoin de l'accompagnement d'un psychologue ou d'un autre professionnel de santé. Ok, très bien. Je vous propose qu'on conclue. Juste avant, Caleb avait une question justement un peu sur les frontières. Il disait où est la frontière finalement entre l'humilité et l'orgueil, l'autosatisfaction et au contraire l'autoflagellation, l'autodénigrement, la confiance ou l'excès de confiance en soi, l'estime de soi et les opposés. Comment on fait pour composer avec tous ces concepts que l'on vit? Voilà, quels sont vos conseils et vos approches par rapport à ça? Alors ça, je dirais que ça, on le sent déjà en nous, premièrement. Et puis ensuite, on le voit dans le regard de l'autre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quelqu'un qui est en excès de confiance, qui manque d'humilité, ça se voit dans le comportement de l'autre envers nous. Parce que si effectivement une personne ne supporte pas votre comportement ou vous est hostile, on va dire ok, c'est une personne, cette personne-là, pas grave. Quand il y en a 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, et vous devenez isolé, là, on parle d'autre chose en fait. Donc c'est là en fait, je pense qu'effectivement, il faut voir ça plus dans d'abord une première approche à soi-même, une première analyse en soi-même, ça c'est clair, parce que pour moi, le trop ou le pas assez, il n'y a pas un curseur clair, il y a des personnes qui interagissent dans un environnement et effectivement, c'est en fonction de ça qu'on sait où se positionner. Mais il n'existe pas de curseur clair. Aujourd'hui, on ne peut pas vous dire là c'est trop et là c'est pas assez. Absolument pas. Et selon les situations, nous sommes humains, donc selon les situations, nous sommes trop ou pas assez. Il n'y a pas vraiment de curseur.
c'est comment je me sens avec ça et comment les autres interagissent avec moi. En tout cas, moi, c'est mon approche, parce qu'on le voit tout le temps, hein, et ça dépend aussi du domaine d'activité. Je prends un cas tout bête. Un entrepreneur dans le transport, je ne sais pas, dans le transport de matériaux, il va falloir que ce soit quelqu'un d'assez, tu vois, ancré, posé, presque dans certains échanges, il va falloir presque qu'il joue des muscles. Et dans cet environnement-là, c'est normal. On ne va pas lui demander de faire absolument preuve d'une grande souplesse et d'humilité. Dans son environnement, c'est bien qu'il soit comme ça. Par contre, si moi, dans mon accompagnement aux personnes, je suis comme ça, là, c'est trop. Ce n'est pas possible. Donc, en fait, c'est ça. C'est vraiment une ligne, un curseur. C'est nous. C'est selon la façon dont on se sent qu'on sait qu'il y a un problème. Voilà, c'est ça. Il faut faire confiance à son intuition et à ce que l'on ressent. C'est ça, c'est surtout ça. Ok, magnifique. Je vous propose qu'on remonte la slide de présentation où on vous voyait toutes les deux souriantes. Et Vicky et Clarisse, successivement, j'aimerais que vous, que vous quand même représentiez un petit peu votre offre. Ce que vous faites chacune et comment, potentiellement pour les gens qui nous ont écoutés aujourd'hui, vous pourriez apporter votre contribution dans leur construction. Alors, je vais laisser Clarisse commencer. Ok, d'accord, pas de souci. Donc, alors Clarisse, gérante du centre de formation Passerelle et Accompagnement, et je propose plusieurs prestations qui peuvent permettre à un salarié ou à un entrepreneur d'évoluer professionnellement. Donc, du coaching professionnel, du coaching d'équipe également, hein, pour les équipes qui ont des blocages, en fait, et qui ont besoin d'évoluer et d'avancer. Je propose également de l'accompagnement VAE. Donc, c'est pour les personnes qui n'ont pas du tout de diplôme et qui ont de l'expérience, qui souhaitent obtenir un diplôme. Des bilans de compétences pour les personnes qui veulent faire leur point sur leur situation professionnelle et qui veulent évoluer ou se réorienter, et également des ateliers de développement personnel. Donc, j'anime plusieurs ateliers: estime de soi, prise de parole en public, gestion des émotions, c'est en fonction de vos besoins. Et avec la crise actuelle, j'anime des petits ateliers de 4 personnes maximum plutôt. Voilà un peu, en gros, l'ensemble de mes prestations. Ouais, un peu. Voilà, Ok, génial. Et en fait, moi, j'interviens en amont et en aval de Clarisse, hein. C'est-à-dire que moi, la porte d'entrée est souvent un nouveau projet. Donc, voilà, je veux changer de vie, je veux évoluer professionnellement, que je sois salarié ou entrepreneur. Je sens que je ne suis pas arrivée à la bonne dimension. Donc voilà, là effectivement, c'est là que moi j'interviens et je fais en sorte d'accompagner les personnes sur leur développement de compétences, et par le biais de leurs compétences personnelles, ça me permet de les accompagner dans la bonne sphère, la bonne bulle, qui soit à leur place, qui se sentent en tout cas à leur place dans leur environnement professionnel choisi. Donc là, du coup, on peut agir sur plein de leviers. Et donc, c'est pour ça que Clarisse et moi, on collabore assez souvent, puisque nos spécialités sont tangentes, hein. Nous, on agit toutes les deux sur, premièrement, la personne et le développement des compétences de la personne. À l'écoute d'abord de la personne, parce que ce qu'il te faut à toi n'est pas ce qu'il faut au voisin d'à côté, même si vous avez le même objectif. Donc, il faut d'abord s'intéresser à la personne en face, l'écouter, et ensuite voir quelles pistes on va aborder pour l'aider, pour l'accompagner dans son évolution. Magnifique. Bon, c'était un webinaire excellent. Donc, pour ceux qui sont connectés, qui voudraient revoir des parties, vous allez recevoir le replay. Et puis, pour ceux qui n'ont pas pu être là, ils auront aussi le replay. Donc, vous aurez peut-être des petits coucous, des petites félicitations, Vicky et Clarisse. En tout cas, merci pour ce webinaire. Il était vraiment très riche. Moi, j'ai appris énormément de choses, et dans le chat, là, j'ai vu que voilà, ça a énormément plu. Merci beaucoup, parce que c'est une problématique qui était vraiment passionnante et qu'il fallait traiter. C'est vrai que nous, on accompagne
beaucoup de porteurs de projets et j'avais senti que cette thématique, cette problématique, il fallait la traiter et quoi de mieux que d'avoir 2 expertes sur le sujet. Donc voilà, vous avez plein de merci, plein de bravo. Voilà, et puis on rend l'antenne. Vraiment, merci beaucoup, Vicky, Clarisse. On a été un petit peu plus long que d'habitude, mais c'était pour la bonne cause. Voilà. Merci encore, Merci Vicky. beaucoup. Merci, Clarisse. Merci Merci à tous ceux qui nous font confiance. Et puis, Merci à très toi, bientôt. Manuel. À plus tard. Bye bye. D'accord. Au revoir.